Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, le podcast de la sélection UGC Culte qui vous fait redécouvrir les films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, nous retrouvons Jean-Pierre Lavoignat, journaliste cinéma, pour un nouvel épisode. Flashback sur Un après-midi de chien de Sidney Lumet, sorti en 1975. Ce que vous allez voir est vrai. C'est arrivé à Brooklyn, New York, le 22 août 1972. Comme l'indiquent ces quelques mots blancs sur fond noir qui ouvrent un après-midi de chien, cette histoire est réellement arrivée. Le 22 août 1972, deux hommes ont fait irruption dans une petite banque de Brooklyn pour commettre un hold-up. Deux amateurs mal préparés qui vont trouver les coffres quasiment vides et qui, pour sauver leur peau, vont se voir contraints de prendre en otage les 9 employés de la banque. Cette prise d'otage suscite immédiatement un déploiement hallucinant des forces de l'ordre. Elle est suivie en direct par toutes les télévisions et attire devant la banque une foule de curieux que le braqueur responsable du hold-up, personnage extraverti, sauvage et sentimental à la fois, va mettre dans sa poche exactement comme il l'a fait avec les otages. Jusqu'au moment où l'on va apprendre que lui, qui est marié et père de famille, a tenté ce hold-up pour payer le changement de sexe de son amant. Lisant dans le magazine Life le récit de cette folle journée, le producteur Martin Bregman pense immédiatement que cela ferait un bon film. Il en achète les droits et met un scénariste sur le coup, Frank Pearson, qui a signé le script du dossier Anderson de Sidney Lumet. Ce n'est pas un hasard. Martin Bregman est proche de Sidney Lumet et aussi d'Al Pacino. Il a produit Serpico, le premier film que le réalisateur et l'acteur ont tourné ensemble, inspiré lui aussi d'une histoire vraie, gros succès public et critique, qui a valu à Pacino sa première nomination pour l'Oscar du meilleur acteur. Dans son esprit, c'est le tandem qu'il lui faut pour ce film. D'autant que l'article de Life précise que le héros, entre guillemets, de ce hold-up raté, ressemble à Pacino et même que ce serait un excellent rôle pour lui. À l'époque, Pacino est la star qui monte. Venu du théâtre, révélé au cinéma par Panic à Needle Park de Jerry Schatzberg, sa notoriété a explosé grâce au Parrain 1 et au Parrain 2 de Francis Coppola, où il interprète Michael Corleone, le fils du patron de la mafia qui ne peut échapper à son lourd héritage. Le premier Parrain lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle, ses qualités d'acteur sont appréciées par tous, sa personnalité aussi. Indépendant, exigeant, perfectionniste, complexe, tout entier dévoré par la passion de son métier, sans cesse hanté par son désir de revenir au théâtre, capable de la plus grande réserve comme de la plus généreuse exubérance. Quant à Sidney Lumet, lui aussi venu du théâtre, il a fait ses premières armes à la télévision. Il mène depuis une carrière très éclectique et a réalisé alors une vingtaine de films qui lui ont valu une réputation de bon artisan et lui ont souvent attiré les faveurs du public et des plus grandes stars de l'époque. 12 hommes en colère avec Henry Fonda, L'homme à la peau de serpent avec Marlon Brando, Long voyage vers la nuit avec Katharine Hepburn, La colline des hommes perdus avec Sean Connery, Le crime de l'Orient Express avec Albert Finney, Lauren Bacall et d'autres. Et le succès de Serpico lui a permis d'obtenir le Final Cut, ce fameux droit au montage final, habituellement réservé aux États-Unis aux producteurs. Héritier d'un certain classicisme hollywoodien, il est en même temps curieux de toutes les expérimentations formelles et narratives. Et il est l'un des rares cinéastes dits commerciaux à avoir préféré rester fidèle à sa ville, New York, plutôt que d'aller à Hollywood. Comme Al Pacino d'ailleurs. Frank Pearson, le scénariste choisi par Martin Bregman, se met donc au travail. Il se documente beaucoup, mais hésite longtemps sur le point de vue à adopter pour raconter cette histoire. Celui des otages, celui de la police ou celui de la foule à l'extérieur de la banque. Finalement, il décide de raconter l'histoire du point de vue du braqueur principal. A-t-on déjà vu en effet mobile plus inattendu pour un hold-up ? À de rares exceptions près, on sera toujours avec lui, à ses côtés, on ne le quittera pas d'un pas. Si le titre de l'article est « Les garçons de la banque », clin d'œil aux garçons de la bande de William Friedkin, sorti en 1970 et dont tous les personnages sont homosexuels, il le trouve trop réducteur.
l'homosexualité n'est pas le sujet, et aussi trop léger, c'est une tragicomédie qu'il veut raconter. Il en cherche un autre, ce sera Dog Day Afternoon, expression américaine qui symbolise un jour de trop grande chaleur. Traduite littéralement en français par un après-midi de chien, elle conviendra très bien à l'histoire que raconte le film et à la destinée de son héros. Ne parle-t-on pas en français d'une vie de chien ? Le scénario terminé, Martin Bergman, Frank Pearson et Al Pacino s'envolent pour Londres où vit alors Sidney Lumet. Tout de suite emballé, le cinéaste accepte la proposition du producteur. Al Pacino est lui aussi emballé, mais il dit qu'il ne fera pas le film, qu'il est encore trop fatigué par le tournage du Parrain 2, que ce personnage demande trop d'investissement et que, surtout, il n'est pas pour lui, qu'il ne le sent pas, et il leur souhaite bonne chance. Pacino raconte qu'il a changé d'avis après que Martin Bregman lui a demandé, en ami, de relire le scénario, et que là, à la deuxième lecture, il a été intimement touché par la force de l'histoire, par ce personnage, par ce Sonny dépassé par les événements, déchiré et déchirant. Pour la petite histoire, ce changement d'avis serait aussi advenu après que Pacino a appris que Dustin Hoffman avait été contacté pour tenir le rôle. À quoi tient le désir des acteurs ? Dès qu'il a donné son accord, Pacino, comme à son habitude, s'implique à fond. Il retravaille le scénario avec Sidney Lumet et Frank Pearson, et tous les trois s'appliquent à rendre cette histoire la plus vraie possible. Il se méfie de tout le sensationnalisme qui pourrait l'entourer, et ne voulant pas prendre le public à rebrousse-poil, le sujet est quasi tabou dans le cinéma mainstream d'alors, il préfère parler d'amour plutôt que de sexualité. Il était prévu à l'origine, par exemple, qu'en pleine négociation avec la police, les deux amants se retrouvent devant la banque et échangent un baiser. Tout à son désir de rendre ce personnage aussi ordinaire, aussi humain et aussi complexe que possible, Pacino, il est alors quasiment l'une des premières stars de son statut à accepter de jouer un bisexuel, demande que la scène soit supprimée. Elle sera finalement remplacée par une communication téléphonique entre les amants, chacun d'un côté de la rue. Ce sera l'un des moments les plus émouvants du film. L'autre sera le moment où il dicte son testament, pensant qu'il va être tôt ou tard abattu par la police, et qu'il prononce cette phrase « Et à ma chère épouse Léon, que j'ai aimée plus qu'aucun homme n'a aimé un autre homme, je laisse, etc. » Simplement des gens ordinaires qui s'aiment. Et ce n'est pas le moins audacieux ni le moins fort du film. Pacino participe aussi au casting, bien sûr. Il recommande surtout à Lumet des acteurs de théâtre avec lesquels il a travaillé ou qu'il admire. Il lui parle de John Cazale pour le rôle de Sal, le deuxième braqueur, un comédien magnifique qu'il a déjà proposé à Coppola pour jouer son frère dans Les Parrains et qui tournera 3 ans plus tard Voyage au bout de l'enfer avant d'être emporté par un cancer du poumon. Lumet hésite parce qu'il trouve qu'il ne correspond pas au personnage. Une simple lecture suffira à le convaincre. Dans le film, personnage énigmatique, inquiet et inquiétant, dont on a peur à chaque instant qu'il pète les plombs et fasse dégénérer la situation, John Cazale sera inoubliable et rentrera dans la légende. Pacino parle aussi à Lumet de Charles Durning, dont ce sera le premier film. Casté pour jouer le patron de la banque, il jouera finalement le policier local, dont les face-à-face avec Pacino seront parmi les grands moments du film. Comme il avait proposé Lee Strasberg à Coppola pour Le Parrain, Pacino pense pour le rôle de sa mère à une autre de ses idoles, Judith Malina, la fondatrice avec Julianne Beck du Living Theatre, troupe ô combien avant-gardiste. Pour son amant, c'est Chris Sarandon, qui a étudié le théâtre et dont ce sera aussi le premier film de cinéma, qui sera retenu. Il sera plus que bouleversant et il gagnera une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Quant au groupe des otages, la plupart viennent du théâtre et se connaissent pour avoir joué ensemble. Ce que vous allez voir est vrai, c'est arrivé à Brooklyn, New York, le 22 août 1972. C'est le leitmotiv que garde à l'esprit Sidney Lumet pendant toute la fabrication du film. C'est un film dont le style, aussi proche du documentaire qu'il est possible lorsqu'on réalise un film de fiction, s'est imposé à moi dès la première lecture du script.
dira le cinéaste dans son livre passionnant que je vous conseille, intitulé simplement « Faire un film ». À cause du sujet choquant pour l'époque, dit-il, j'ai compris que mon premier devoir était de faire sentir au spectateur que tout ceci avait vraiment eu lieu. C'est comme ça que j'ai décidé de la séquence d'ouverture. Des images volées dans les rues de Brooklyn de tous les petits faits quotidiens qui se déroulent par une chaude journée d'été. Ainsi, quand à ces images succèdent celles de Pacino, John Cazale et Gary Springer dans leur voiture devant la banque, on a l'impression qu'il s'agit d'une autre de ces images ordinaires, on ne se rend même pas compte que c'est l'histoire qui débute. Sinon, dit encore Lumet, alors qu'on veut que les spectateurs aient le sentiment d'assister à des événements en train de se dérouler réellement, comment justifier une musique qui s'invite ici ou là ? Même si les 3/4 du film se passent à l'intérieur de la banque, il est hors de question pour lui de tourner en studio. La production finit par trouver à Brooklyn, à quelques blocs de là où s'est déroulé le fait divers, un bâtiment de 2 étages où la banque est recréée. Le cinéaste a ainsi la possibilité de passer à tout moment de la banque où sont les otages à la rue où sont massées les forces de l'ordre et la foule des curieux. Et Pacino, il a la possibilité de jouer dans la continuité ces incessants allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur. Lumet décide aussi avec son chef opérateur, Victor Kemper, de n'utiliser aucune lumière dite artificielle, mais de se servir des néons qui éclairent la banque, et pour les scènes de nuit, des projecteurs puissants de la police et de la lumière des réverbères. Connaissant bien Pacino et sa vivacité, il sait qu'il va devoir avoir une grande mobilité pour être au plus près de ce personnage au bord de la crise de nerfs qui ne tient pas en place. Il met ses caméramans sur des fauteuils roulants ou même des patins à roulettes et les fait pousser par des assistants. Ainsi, dit-il, le mouvement de la caméra donne l'impression que cela se produit réellement sur le champ, tout dans le film est tendu vers le même objectif, faire sentir que tout cela est vrai. Dans le même esprit, le cinéaste briefera longuement ses 500 figurants, donnant à chacun des groupes un rôle très particulier, le plus naturel possible. Ces figurants professionnels seront d'ailleurs rapidement rejoints par les habitants du quartier, qui seront pris à la fois par l'action du film et par le spectacle qu'elle provoque, et n'auront pas beaucoup de mal à soutenir naturellement, avec enthousiasme, le panache désespéré de Pacino. Lumet est un habitué des répétitions avant le tournage, mais sur ce film, elles prennent un tour particulier. En effet, pour renforcer cet effet de réel qu'il recherche, il demande aux actrices et acteurs qui jouent les otages de la banque non seulement de porter leurs propres vêtements, mais aussi, pour la première fois, d'improviser à partir des dialogues du film. « Je ne veux pas d'interprétation, leur a-t-il dit, je vous veux, vous. » Ces séances d'improvisation sont enregistrées, puis réécrites par le scénariste et le réalisateur. Mais, précise Lumet, nous avons fidèlement suivi la construction narrative de Pearson, scène par scène. Il a gagné l'Oscar, il le méritait. Les mots que les acteurs ont prononcés n'étaient peut-être pas exactement les siens, mais ils exprimaient complètement ses intentions. Il en sera de même pour certaines scènes de Pacino, dont son coup de téléphone avec son amant, qu'il passera plusieurs jours à travailler avec Chris Sarandon et Lumet assis autour d'une table. Et c'est devenu une scène, dira l'acteur, cela n'arrive pas si souvent. En revanche, pour la scène suivante où il est au téléphone avec sa femme, Lumet a laissé Pacino improviser, tandis qu'il demandait à l'actrice de jouer ses répliques, quoi qu'il dise. Il a tourné les 2 scènes dans la foulée comme de vraies conversations, chaque interlocuteur parlant véritablement à l'autre. Pacino s'est donné à fond, dira Lumet, et il a fini les 2 scènes littéralement vidées. Pourtant, à sa grande surprise, je lui ai demandé de recommencer tout de suite. Je voulais jouer de sa lassitude. Et ces 14 minutes du film sont parmi les plus belles que j'ai jamais vues. Quelquefois, l'improvisation se fait carrément le jour du tournage. Et notamment, précise le réalisateur, pour cette scène extraordinaire où Pacino jette de l'argent à la foule et commence à se sentir puissant pour la première fois de sa vie, une vie jusque-là remplie d'échecs. Cette scène où il finit par crier, applaudi par la foule, « Attica, Attica ». Par la grâce du cinéma et d'un acteur génial, ce cri symbolisant la répression de la révolte
dans la prison d'Attica en septembre 1971 est donc entré dans l'histoire du cinéma, et peut-être même dans l'histoire tout court, puisque c'est l'un des rares échos publics qui reste encore aujourd'hui de cette mutinerie, née quelques jours après l'assassinat d'un militant des Black Panthers, et pour protester contre le racisme et la violence des gardiens, et qui fut réprimé dans un bain de sang. Il y eut 39 morts. S'en prenant au goût du sensationnel qui anime les médias et à leur sens de la manipulation, le cinéaste, en véritable visionnaire, annonce déjà les dérives de ce qui adviendra plus tard avec la télé-réalité et les chaînes Tout Info. D'ailleurs, l'année suivante, il approfondira sa réflexion avec Network sur la télé qui tue tout ce qu'elle touche. Lumet met aussi en cause l'absurdité et la violence du système policier, qui, tout entier dédié à la répression, n'hésite pas à déployer une véritable armée face à un homme qui ne représente finalement qu'un infime danger, tout préoccupé qu'il est de se sauver et de sauver ses otages. Et ce n'est pas le moins troublant de voir que ce film, si ancré dans son époque, paraît près de 50 ans après sa sortie, tellement contemporain. À côté de ce regard profondément lucide et critique, la force du film vient aussi du fait que Lumet, comme l'a écrit un journaliste, nous apprend à nous méfier des stéréotypes et des idées toutes faites, à regarder les autres, à nous interroger sur eux et à les aimer. Après le succès d'Un après-midi de chien, Lumet poursuivra sa carrière de manière aussi éclectique, signant une poignée de films inoubliables qu'on est en train heureusement de redécouvrir, lui donnant enfin la place qu'il mérite. Si Un après-midi de chien est vite devenu culte, c'est surtout grâce à la performance hallucinée et hallucinante d'Al Pacino. Il y a gagné sa 2e nomination à l'Oscar du meilleur acteur, mais il devra attendre 1993 et le temps d'un week-end pour enfin l'emporter. Cette année-là, en 1976 donc, c'est Nicholson le vainqueur, avec Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman, grand gagnant des Oscars devant Un après-midi de chien et Barry Lyndon. Loser magnifique, amant perdu, rebelle au grand cœur, showman improvisé qui veut qu'on l'aime, Pacino Sony électrise littéralement le film, jouant sur tous les registres, passant de la fantaisie la plus légère à l'agressivité la plus rageuse, de l'émotion la plus profonde à la fébrilité la plus inquiétante, de l'arrogance la plus revendiquée à la vulnérabilité la plus touchante, transcendant la moindre des situations, y trouvant l'un de ses meilleurs rôles dans une carrière qui n'en manque pas, et même, selon certains critiques, y accomplissant l'une des meilleures compositions de l'histoire du cinéma. Comme le disait son metteur en scène de Sea of Love, Harold Baker, Pacino est plus qu'un grand acteur, il est la condition humaine tout entière. Un après-midi de chien en est la plus belle des preuves. Merci Jean-Pierre pour ce bel épisode. Nous avons hâte de redécouvrir ce film en ce moment dans les cinémas UGC. Réservez vos places et retrouvez toute la sélection UGC Culte sur ugc.fr et l'appli UGC. Avant de se quitter, vous pouvez nous rappeler la sélection du mois ? Au programme aussi de ce mois d'août, que des films incontournables, voire des chefs-d'œuvre, à revoir ou à découvrir sur grand écran. Faux semblants de David Cronenberg, Dersu Uzala d'Akira Kurosawa, Forrest Gump de Robert Zemeckis, Seven de David Fincher, American Graffiti de George Lucas, Edge of Tomorrow de Doug Liman, Volver de Pedro Almodovar, Nos jours heureux d'Olivier Nakache et Eric Toledano, et pour finir, E.T. de Steven Spielberg. Beau programme, non ?